Au Tadjikistan, ancienne république soviétique frontalière de l'Afghanistan, plusieurs centaines de jeunes Tadjiks ont déjà rejoint les rangs des djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Les autorités ont déclaré la guerre à l'islam radical et luttent contre tout ce qu'elles considèrent comme une preuve de radicalisation. Les hommes sont fortement invités à raser leur barbe, tandis que le voile intégral n'est plus vendu sur les marchés. Une traque implacable des potentiels djihadistes au risque de dérive brutale et de répression de la population. C'est un reportage de Lucie Guyot et Tariq Abiad. Au cœur de l'Asie centrale, le Tadjikistan dévoile ses hauts sommets. Majesté des paysages, mais dénuement de la population. Cette ancienne république soviétique, à 90% musulmane, est la plus pauvre de la région. Un terreau idéal pour l'organisation de l'État islamique. Nous sommes à Kouliab, dans le sud du pays, le premier foyer de recrutement tadjik. 70 jeunes sont partis d'ici. Pour Khossiat, ces chiffres ont un visage, celui de son fils, le premier tadjik mort en Syrie en avril 2014. Sa mère le croyait en Russie. En fait, il combattait dans la province d'Alep. Au pied de son immeuble, une salle de prière comme on en trouve des milliers à travers le pays. Mon enfant venait ici tous les jours. Il faisait sa prière 5 fois par jour. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. J'ai demandé qui c'était, mais on m'a juste dit « Bravo, ton fils est mort. Ton fils est un martyr. » Bakhtior avait 22 ans. Dans son petit 2 pièces, sans eau courante, Khossiat conserve ce maigre trésor. Comment vivre après ça? Ce sont ses vêtements. Ça fait 1 an et 8 mois. C'est tout ce qui me reste. Il sent encore son odeur. Selon les autorités, 400 à 500 Tadjiks ont rejoint la Syrie et l'Irak. Rapporté à la population du pays, c'est 3 fois plus que le nombre de djihadistes français. Au sommet de l'État, une défection fait scandale. Sur cette vidéo de propagande, Gulmurod Khalimov, l'ancien commandant des forces spéciales de police. Allah vous commande, frère Tadjik. Où que vous soyez, le djihad est une obligation pour vous maintenant. Venez construire le califat et l'État islamique. Un homme de main du régime qui appelle au djihad, c'est un camouflet pour le président Emolali Rahmon, qui règne sans partage depuis 1992. Ses portraits sont partout, sur les bâtiments officiels et sur le bord des routes. Depuis cette vidéo, le dirigeant tadjik a déclaré la guerre au djihadisme. Persuadé que la barbe fait le terroriste, les autorités traquent les signes ostentatoires de la pratique de l'islam. Quitte à persécuter l'ensemble de la population, pas seulement les extrémistes. Des raids policiers auraient lieu sur des marchés. Nous nous rendons au bazar Korvon, le plus grand de la capitale, Douchambé. Premier signe de ce harcèlement, impossible de mettre la main sur un voile noir. Comme le veut le président, seuls les foulards de couleur sont tolérés. Quel type de voile vous cherchez? Avec des motifs, des paillettes? Cela peut sembler anecdotique, mais au Tadjikistan, parler des tenues islamiques est devenu tabou. Quelques mètres plus loin, la sécurité du marché nous tombe dessus. C'est interdit. Comment ça? Quel document nous l'interdit? Tous les documents. Il y a des journalistes qui filment. Qu'est-ce que j'en fais? Tu leur dis que c'est interdit. Nous passons en caméra cachée. Tous les vendeurs admettent qu'ils ont dû faire le ménage. Le hijab et tous les voiles noirs qui couvrent le menton, c'est interdit. Ils nous disent que c'est trop couvrant, qu'il ne faut pas voiler son visage. C'est pour ça qu'ils l'interdisent.
Des policiers sont venus et des hommes des services secrets. Au nom de la lutte contre l'extrémisme, les forces de sécurité ont carte blanche pour imposer leur conception d'un islam modéré. Être barbu, c'est un problème? Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire? Il faut se raser. La cible, les hommes de moins de 40 ans, comme dans cette vidéo amateur, elle aussi tournée sur un marché. Je vais te raser de force. Rase-toi et je vérifierai après. Quoi? T'as quelque chose à dire? Non, rien. Alors tais-toi et fais ce que je te dis. Allez, on va te raser. L'homme est embarqué, Manu Militari. Au cours de ce reportage, nous avons rencontré des dizaines de jeunes Tadjiks, rasés de force et terrifiés à l'idée de témoigner. Un seul a accepté, nous l'appellerons Dilshod. Portiez la barbe plus longue avant? Oui, presque jusqu'ici. Mais là, j'évite. Je voudrais pas que ça recommence. J'essaie vraiment de ne pas attirer l'attention. Ce père de famille pratiquant, ni djihadiste ni salafiste, décrit des rasages à la chaîne. Il y avait beaucoup de monde avec vous? Vu la quantité de poils sur le sol du commissariat, oui, beaucoup. Les policiers ont des ordres. Ils doivent rendre des comptes sur le nombre d'hommes rasés par jour. Dilshod se dit pacifiste. Mais combien de jeunes vont-ils se radicaliser après de tels amalgames entre islam et terrorisme? C'est notre religion, notre façon de vivre. Ça n'a aucun rapport avec le terrorisme. Moralement, c'est atroce en fait. Comment dire? Ils m'ont humilié. Seuls 3 Tadjiks ont osé porter plainte pour ce type d'agression. Le gouvernement rejette la faute sur des policiers trop zélés. Du zèle à la bavure, il n'y a qu'un pas. Nous nous rendons à Vardat, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, pour recueillir un témoignage rare et courageux. Mahmoud Saïd et son fils Abdoulo sont en deuil. Cette année, le petit dernier, Oumar, n'a pas fait sa rentrée à la fac. Juste ici, il était là. C'est là qu'ils l'ont embarqué. Ils l'ont arrêté à cause de sa barbe, parce qu'il portait la barbe. C'était fin août. Mahmoud Saïd se précipite à l'hôpital. Son fils, destiné à une carrière de juriste, est dans le coma. Il meurt quelques jours plus tard. Il avait le nez cassé, la mâchoire fracturée, son crâne était fracassé. Quand il était à terre, les policiers l'ont battu à coups de pied. Ils l'ont frappé au visage. Comment c'est possible? C'est des sauvages. La police locale affirme que le jeune homme, ivre, a tenté d'agresser les policiers avant de tomber tout seul. Il n'avait que 23 ans. Et on nous dit qu'il s'est fait ça lui-même. On ne peut pas y croire. Il ne mentionne même pas que sa barbe a été arrachée par endroits. Il n'y a aucun résultat. Les policiers en cause continuent leur vie. Ils ne sont pas inquiétés. Ils n'ont même pas été suspendus. Selon la famille, le médecin légiste a falsifié l'autopsie. L'enquête est au point mort. Au Tadjikistan règne l'impunité. Le ministère de l'Intérieur que nous avons contacté a refusé de nous répondre. Et les autorités religieuses, nommées par le pouvoir, ferment les yeux sur ces dérives. Nous nous rendons à la prière du vendredi, à la grande mosquée de Douchambé. Ici, le prêche dénonce la menace terroriste.
Mais pas question pour les fidèles de parler des brimades dont ils font l'objet. Vous êtes libre ou bien vous ressentez des tensions? Je sais pas. Je peux pas vous répondre. Avec la barbe, ça va? Moi, ça va. Et autour de vous? Les autres, je peux pas vous dire. Mais si, racontez-nous, ne vous inquiétez pas. Non, non. Le grand moufti a accepté de nous rencontrer. Comme tous les imams tadjiks, c'est un fonctionnaire qui obéit au gouvernement. Nos questions sur le harcèlement des musulmans, il les esquive. Ne pas porter la barbe ni le hijab, pour vous, ce sont des mesures efficaces contre la radicalisation? Malheureusement, il y a des jeunes qui laissent pousser leur barbe n'importe comment. Ils font pousser leurs cheveux et ils le font soi-disant au nom de la religion. Mais la religion ne soutient pas du tout ça. Cette passivité laisse un blanc-seing au régime. En septembre dernier, le président a interdit le principal parti d'opposition, un parti islamique modéré, subitement accusé de terrorisme. La police a arrêté 200 membres de ce parti, la plupart incarcérés dans cette maison d'arrêt. Et gare à ceux qui tentent de les défendre. À la tombée de la nuit, nous avons rendez-vous avec la famille d'un des avocats des leaders du parti. Lui aussi a été emprisonné, officiellement, pour escroquerie. Plus personne ne voulait défendre les membres de ce parti emprisonnés, et c'est lui qui s'en est chargé. Il a même accepté de travailler gratuitement. Il n'avait pas peur de dénoncer les injustices, c'est pour ça qu'il dérangeait et qu'ils l'ont mis en prison. Rosiat, la sœur, sort passer un coup de fil. Elle tente désespérément de trouver quelqu'un pour défendre son frère. Mon frère a créé une association d'avocats. Ils sont 300. On les a contactés pour savoir qui voulait bien le défendre. Et ils ont tous refusé. Il y en a même qui sont partis en courant en nous voyant. Lâché par ses confrères, l'avocat est à la merci de ses geôliers. Un climat qui rappelle à cette famille les pires heures de l'URSS. Notre gouvernement étouffe la démocratie. Ils veulent un système de parti unique. Ils veulent que le président Rahmon contrôle l'ensemble du peuple. C'est dangereux. Humiliation quotidienne, répression à huis clos. Sous couvert de lutte antiterroriste, le président tadjik assied son pouvoir, au risque de faire le lit de l'ennemi qu'il affirme combattre. Belgiquistan, Bruxelles et sa banlieue immobilisée pendant plusieurs jours par un lockdown antiterroriste. Depuis les révélations dans le cadre du volet belge de l'enquête sur les attentats de Paris, l'image du royaume a été sérieusement écornée. Il en va de même de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, souvent présentée dans les médias internationaux comme la plaque tournante du djihadisme en Europe. Mais pour une grande majorité de ses habitants, eh bien, Molenbeek est également décrite comme une grande famille. Des initiatives originales y voient le jour. La commune tente de sortir de son isolement et de rectifier son image. C'est un reportage de Cataline Landabourou. Métro Comte de Flandre au cœur de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Ce groupe s'est réuni ici pour une visite guidée inédite, mise en place quelques semaines après les attentats de Paris. Le but, c'est de donner une image un peu plus positive de Molenbeek pour donner un contrepoids pour les mauvaises nouvelles qu'on a eues les dernières semaines. Parmi les inscrits, beaucoup d'étrangers vivant à Bruxelles depuis des années. Tous avouent ne pas connaître Molenbeek et veulent se faire leur propre idée du quartier. Je ne suis jamais venue dans ce quartier. Je me disais, ça c'est le moment. Quand il y avait les attentats à Paris, moi j'étais intéressé à savoir alors pourquoi la Belgique a-t-elle laissé Molenbeek. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la suite de la visite guidée. Ici, les caméras ne sont pas les bienvenues, surtout depuis les attentats après lesquels la commune a été littéralement envahie par les médias internationaux.
Bert nous retrouve donc un autre jour pour nous montrer une autre facette de Molenbeek, mais aussi pour nous parler un peu de son histoire et de son essor en pleine révolution industrielle. Ils ont construit cette maison communale-là pour dire à Bruxelles aussi, vous voyez, nous sommes là, hein, voilà, zijn van Molenbeek. Hein. C'était une commune riche et puissante, mais en même temps avec des travailleurs très très pauvres qui vivaient dans des conditions abominables. À la fin du parcours, Bert nous emmène dans une école flambant neuve où lui-même a récemment inscrit sa fille. Ici, les mères déplorent l'image trop simpliste véhiculée par les médias sur Molenbeek. Parce qu'avec qu'est-ce qui s'est passé à Paris, on a beaucoup pleuré, mais on avait aussi peur que c'est encore un musulman. L'année passée, ils ont trouvé des trucs à Verviers, là aussi, hein, Verviers. D'un coup, c'est Verviers, ça veut dire que c'est tous des djihadistes ou quelque chose comme ça. Et pour redorer le blason de Molenbeek, la municipalité multiplie les événements fédérateurs avec un credo. Nous sommes fiers d'être Molenbeekois. Bonsoir. Nous allons décerner, pour la première fois dans l'histoire de la commune, les prix des Molenbeekois de l'année. Ils sont 10 à recevoir un prix. Parmi eux, Aboubakar Ben Saï, un jeune acteur récompensé pour sa prestation dans Black, un film entièrement tourné à Molenbeek. Oui, je suis marocain de Molenbeek, mais non, je ne suis pas en Syrie. C'est très bien qu'ils ont pu organiser cet événement-là. Ça prouve que Molenbeek ne dort pas, malgré que ce soit stigmatisé, etc. On ne dort pas, on fait des événements. Parallèlement, la commune a aussi lancé un plan anti-radicalisation début janvier. Il s'articule autour de 2 axes. Le premier est répressif, le second est préventif. Nous nous rendons compte que bien, ces individus qui se sont radicalisés étaient des Molenbeekois, qu'ils ont été dans nos écoles, dans nos associations, et qu'il y a vraiment une politique de prévention amenée auprès des jeunes de cette commune. On ne l'a pas suffisamment fait au cours de ces dernières décennies, on n'a pas eu d'exigence. Car le problème du radicalisme à Molenbeek est loin d'être nouveau. Infraï en sait quelque chose. En 2006, cette journaliste a passé 2 mois en immersion dans la commune sous une fausse identité. Ces révélations à l'époque auraient déjà dû alerter les autorités. Dans les mosquées, le vendredi, où il y avait des imams qui prêchaient pour faire le djihad. On donnait aussi des publications où on trouve comment on doit vraiment faire le djihad, concrètement. Donc, il y avait beaucoup de signaux qui pointaient vers la direction de la radicalisme. Mais ce n'était pas vraiment caché. Hein. Donc les autorités savaient? Les autorités le savaient. Récemment, le ministre de l'Intérieur a promis qu'il allait nettoyer Molenbeek. Des paroles qui ont choqué ici et qui ne suffisent pas à occulter des années de laxisme de la part des autorités. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.